Et si dans ce château, le plus important n'était pas ce qu'on montre, mais ce qu'on laisse deviner? Un signe à peine visible, une lettre qui se répète, une présence qui passe puis disparaît. Je vous emmène au château d'Écouen. On le remarque d'abord de loin, perché au-dessus de Écouen, à quelques kilomètres de Paris, dans le Val d'Oise. Il domine la plaine avec une assurance calme, pas agressive, pas bruyante, comme un grand témoin de pierre. Et pourtant, il reste étonnamment discret dans la mémoire collective. On parle peu de lui. On le cite moins que les autres, comme s'il était légèrement oublié, alors que pour les passionnés d'art et d'histoire, c'est un chef-d'œuvre. Au commencement ici, il n'y avait pas un palais, il y avait une forteresse médiévale, un château utile pensé pour tenir. Puis vient le XVIe siècle, et avec lui une idée nouvelle. Le pouvoir ne veut plus seulement se défendre, il veut se mettre en scène. C'est là qu'entre dans l'histoire Anne de Montmorency, un homme au sommet, très proche du centre du royaume, et qui comprend quelque chose d'essentiel. À la Renaissance, l'architecture n'est jamais neutre, elle parle, elle affirme et elle persuade. Alors il fait disparaître l'ancien château et lance une construction ambitieuse, un lieu où la pierre doit impressionner autant que l'autorité. On pourrait simplement résumer Écouen ainsi, une forteresse qui a appris à devenir un palais. La silhouette garde une force, une ampleur, mais tout s'ordonne. Les façades, la cour, les volumes, on sent une volonté de mesure, de symétrie, de prestige. Et ce prestige surtout se joue dans le détail. Car Écouen n'est pas seulement grand, il est travaillé. Si vous regardez bien, c'est un château qui récompense l'œil, plafond, cheminée, boiserie, encadrement. Ici, le décor n'est pas un supplément, c'est une phrase entière. On associe ce chantier à Jean Bulan et on évoque aussi Jean Goujon pour la puissance de l'ornement. Et au-delà des noms, on sent une époque où l'art se glisse partout, y compris dans les objets, dans les matières, dans ce luxe discret qui ne cherche pas à crier mais à durer. Et maintenant, imaginez un château comme celui-ci. Il n'est pas fait uniquement pour être admiré en silence, il est fait pour recevoir, pour accueillir la cour. Quand Henri II vient ici, le lieu change. Ce n'est plus seulement la demeure d'un grand seigneur, c'est une scène royale. On imagine les arrivées, l'étiquette, les pas mesurés, les échanges à demi-voix. À la Renaissance, un couloir n'est pas un simple passage, c'est un espace social. Et avec le roi, il y a la reine Catherine de Médicis. Catherine n'est pas une silhouette, c'est une intelligence politique, une femme qui sait que le pouvoir se construit aussi par l'image, et donc par le décor. Et c'est ici que commence ce que j'aime le plus à Écouen, ce moment où l'histoire officielle rencontre quelque chose de plus trouble, de plus humain, presque de plus secret. À Écouen, quand on s'approche des murs, on y voit des lettres, des initiales et des monogrammes. À la Renaissance, on signe les lieux comme on signe une œuvre, et ces signatures ne sont pas seulement décoratives, elles affirment une alliance, un rang et une légitimité. Le plus célèbre est le chiffre d'Henri II, le H et le C entrelacés, Henri et Catherine. Sur le papier, c'est limpide, le couple royal, l'union affichée et la dynastie. Mais certains signes ont cette particularité, ils ne se laissent pas lire d'une seule façon. Car ce monogramme, avec ses courbes et ses croisements, a nourri une lecture seconde, une interprétation, une rumeur peut-être. Et la rumeur à la cour a toujours été une force. Elle circule, elle s'accroche, elle transforme un détail en histoire. On va donc retrouver D comme Diane, parce qu'à côté de la reine, une autre figure traverse le règne d'Henri II, Diane de Poitiers. Favorite, influence, mythe vivant, et ce qui rend la chose presque impossible à démêler, c'est que la Renaissance adore les doubles sens. Diane n'est pas seulement une femme, c'est aussi une déesse, la chasse, la lune, les symboles acceptables parce qu'ils semblent mythologiques et on y retrouve beaucoup de ces symboles au château d'Écouen, tout en laissant planer une lecture plus intime. Alors on regarde autrement, on se demande est-ce qu'un décor peut avouer sans parler? Est-ce qu'on a voulu laisser une trace ou est-ce que l'on projette 5 siècles plus tard ce que la cour murmurait déjà? Le château devient captivant parce qu'il ne tranche pas, il suggère, il laisse juste assez d'indices pour que l'imagination travaille, mais jamais assez pour fermer le mystère. Et puis le temps passe, le château change de rôle, change de voie, traverse d'autres usages. Plus tard, il va devenir un lieu d'éducation, notamment sous Napoléon Ier, avec une figure comme Madame Campan, le même décor mais une autre vie. Aujourd'hui, il abrite le Musée national de la Renaissance, comme si Écouen était revenu à sa vocation première, garder la Renaissance vivante, tangible et proche. Et c'est pour cela que je voulais le montrer parce qu'il est trop discret pour ce qu'il offre, trop peu cité pour ce qu'il raconte, et pourtant c'est un lieu rare, un château où l'on vient pour l'architecture et où l'on reste pour les détails, pour les symboles, pour ce sentiment très particulier que l'histoire est encore là. Pas en grand discours, mais en petites traces.
Alors je vous laisse avec une dernière question, la même que pose Écouin à ceux qui prennent le temps de regarder. Ces lettres gravées sont-elles de simples ornements ou des confidences déposées dans la pierre? Si vous avez le temps de faire un tour dans ce magnifique château, laissez-vous porter et regardez bien. Ici, chaque détail semble avoir quelque chose à dire. On se retrouve très vite pour découvrir un prochain château ensemble. On the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown.